Nous sommes le 20 juin 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations une fois de plus sur Gandhi Malian TV. Dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Comme d'habitude, nous sommes accompagnés des d'éminents experts qui ne sont plus à présenter. À ma droite, c'est Dr Sila, à ma gauche, le douanier, l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Koulibaly. Parole aux Africains aujourd'hui s'intéresse à un thème qui a la une de l'actualité internationale, portant sur ce qui se passe, que nous déplorons d'ailleurs. Nous condamnons toutes les guerres, que ce soit en Afrique, un peu partout dans le monde. Ce qui se passe entre deux pays, l'Israël et puis l'Iran. Nous nous y intéressons parce qu'il faudra qu'on comprenne davantage à partir de l'Afrique. Est-ce qu'il faudra aussi s'attendre à un impact sur l'AES, voire l'Afrique en global? Pour décortiquer, nos deux experts sont là. Ils vont vous donner peut-être un mot, un bonjour. Merci beaucoup, Général. Oui. Merci de m'avoir donné la parole. Et je salue mon oncle, mon co-débattier, M. Koulibaly. Ouais. Et mes salutations à toi aussi, Général, l'infatigable, le véritable panafricain. Et je salue Gandhi Télé aussi. Et je dis que c'est la meilleure télé panafricaine. Le thème d'aujourd'hui est un thème d'actualité, Ouais. et un thème assez sensible. Je pense que mon oncle est devant moi. Peut-être que je me cacherai derrière lui. En tout cas, on va donner le maximum de nous-mêmes pour édifier vraiment la lanterne des téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Oui, inspecteur. Bonsoir Diawara, bonsoir à mon neveu et co-débatteur Traoré Sila. Oui. Puis bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV, ainsi que surtout à ceux qui nous suivent, qui suivent nos émissions tous les vendredis. Doyen, nous restons avec vous. Jusque-là, c'était la guerre des mots. La guerre des mots entre ces deux pays, voire un peu des blocs. Tout était, on voyait ça sur les médias et autres, ça partait dans tous les sens. C'était aussi des guerres asymétriques où les deux pays s'affrontaient en Syrie, un peu en Liban, au Liban, puis, excusez-moi, en Irak. Mais on arrivait jusqu'à ce que les deux pays se bombardent directement. Comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là, Doyen? C'est une histoire très très longue, okay, qui plonge ses racines dans la genèse de la Torah. Ok. Ça vient de très loin. Et c'est une histoire qui est compliquée à souhait et très très sensible pour trois raisons. Il y a un problème ethnique là-dedans. Ok. Il y a un problème religieux là-dedans. Et il y a un problème géopolitique là-dedans. Nous allons nous intéresser au volet géopolitique. Donc, trois choses qui sont compliquées et qui sont porteurs de déstabilisation, de querelles. Surtout lorsqu'il s'agit de problèmes religieux ou de problèmes ethniques ou raciaux. Israël, c'était la Palestine. Et avant d'être la Palestine, c'est la terre de Canaan qui a été promise à Abraham et même à Moïse. C'était le retour sur la terre de Canaan. Pourquoi Israël? Parce que Israël, c'est le nom qui fut donné à Job suite à la bagarre qu'il a eue dans la grotte et à la suite de laquelle le nom Israël lui a été donné qui voudrait dire Dieu fort. Et c'était la terre de Canaan. C'est devenu la Palestine suite à l'invasion, à la domination romaine, qui, pour effacer l'identité hébreu sur cet espace, a donné le nom Syria-Palestinia. Donc voilà l'évolution en ce qui concerne le nom. Les Juifs ont connu plusieurs occupations, notamment l'occupation ottomane. Oui. L'occupation romaine, l'occupation, plusieurs autres. Même les Perses. Même les Perses, tout le monde est passé un peu par là-bas. Et il y a eu un exode de tous les Juifs, et d'ailleurs le mot diaspora vient de là.
la diaspora juive installée un peu partout parce qu'ils ont fui les terres là. Ce qui est vrai, leur identité s'était forgée autour du judaïsme et avec Israël pour la terre promise. Et quand ils ont quitté, ils ont fait 40 siècles pendant lesquels, à chaque Pâques juive, en se quittant, ils se souhaitaient l'an prochain à Jérusalem. Ils ont maintenu une culture, depuis ce moment-là, attachée à leur terre, à leur langue, parce que l'hébreu était devenu pratiquement une langue morte qu'ils ont ressuscité et maintenue, leur religion autour de laquelle ils se sont réunis, et surtout les terres, leurs terres. En 1945, c'était vraiment le génocide du juif. Mais avant d'en arriver là, et les chrétiens et les musulmans, tout le monde un peu a eu à contribuer au rejet du juif, pour diverses raisons. Même les chrétiens, on leur parle là-dedans, pour avoir tué le Christ. Et donc, tout le monde les a un peu honnis, un peu sacrifiés. Et c'est pourquoi moi, je dis, un peuple qui sacrifie sa minorité est un peuple en décadence. C'est très important qu'un peuple soit à l'avant-garde pour protéger ses minorités. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans notre culture, l'étranger vaut mieux que nous. On le protège. Donc, en 1945, le problème a vraiment éclaté avec le génocide juif et les Occidentaux se sont sentis coupables et redevables. Oui, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre de 39 mondiale. à 45. Donc, à la sortie de la guerre de 39-45, ils ont senti, déjà depuis la Première Guerre mondiale, il y avait des problèmes. Ouais. Ces problèmes-là, pour stabiliser la région, dans le cadre de la colonisation, la Palestine a été confiée au mandat britannique. De 1920 jusqu'en 1948, le mandat était confié à l'Empire britannique. Ouais. Donc, suite à la Deuxième Guerre mondiale et les génocides qu'il y a eu, ils se sont dit qu'il faut trouver une terre pour les Juifs. Et d'ailleurs, c'est un pays africain qui avait été déjà d'abord proposé et qui a refusé. Je crois que c'était l'Ouganda ou quelque chose comme ça. C'était l'Ouganda, oui. Ils ont refusé. Et c'est en ce moment, ils ont dit qu'il faut qu'ils retournent en Israël. Ouais, beaucoup de pays ont été proposés, dont l'Ouganda, l'Argentine. Voilà. De pays, oui. Et donc, il y a eu des débats à l'ONU, surtout en 1947, où l'ONU a proposé un plan, parce qu'il y avait les Palestiniens qui étaient là-bas. Il y a eu un plan qui était le plan de partage du maintien de 2 États sur la terre de Palestine. Oui, 2 États dans un même pays. 2 États sur le même territoire, oui. avec Jérusalem auquel on octroyait un statut international. Exactement. Mais ce qui se passe, c'est que quand je parle de problèmes religieux aussi, parce qu'il y avait ethnique, c'était des Arabes et des Juifs, des Hébreux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, dans le monde arabe, chaque pays cherchait le leadership, à être le pays le plus en pointe du panarabisme. Rappelle-toi avec Nasser. Oui. Et Hafez al-Assad. Pour la petite histoire, en 1947, quand le plan a été proposé, David Ben Gourion s'était fondé sur une chose. Quand on a proposé ce plan, ce n'était pas satisfaisant parce que pour eux, Jérusalem, c'est juif. C'est la capitale d'Israël depuis le temps du roi David. Et depuis le temps où les 2 pays étaient en scission. Juda et puis un autre pays là, mais c'était tous des pays israélites.
David Ben Gourion n'était pas d'accord avec ce plan. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est fondé sur un caractère spécifiquement arabe. Il disait, les Arabes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Et qu'en laissant faire, les Arabes vont refuser. Et que cela lui donnerait l'occasion de prendre Jérusalem par la force. C'est en ce moment, le jour où on devait voter. Si on avait voté ce jour-là, je crois que ça devait être le 3 juillet, si on avait voté ce jour-là, Israël n'allait pas être créé. Les Juifs, la veille du 3, ont réuni tous ceux qui voulaient voter pour eux et leur ont demandé, ils ont exploité un principe qui a à l'ONU. Celui qui prend la parole, on ne l'interrompt pas. Et donc, ils ont dit à ceux qui étaient avec eux de prendre la parole, de traîner le plus longtemps possible. Et ce faisant, ils ont voulu occuper le micro, le perchoir, jusqu'à la fin de la session. C'est-à-dire, au moment où on ne peut pas interrompre les gens, le vote ne pouvait plus se faire. Et c'est le lendemain. Le lendemain, c'était l'Independence Day des États-Unis, le 4 juillet, je crois. Et donc, ça leur donnait le moyen de retourner la situation dans la journée du 4. Et ils ont retourné la situation. Et quand l'ONU est revenue par la suite pour statuer, les choses avaient changé. Ils avaient obtenu 35 voix. Et c'est pour cela que ça a été créé. Mais au moment même où on a fait ce plan, les Juifs ont refusé. Donc, les Arabes ont refusé. C'est les pays arabes qui ont aggravé cette histoire en s'accrochant soit au caractère du panarabisme, soit au caractère pan-islamique. Et chacun voulant être le chef de file du panarabisme ou du pan-islamisme, chacun voulait chercher son intérêt à travers la Palestine. Et donc, ils ont poussé. Et le mot d'ordre, c'était non, les Juifs à la mer. C'est-à-dire, ils n'ont pas de terre là-bas, on leur repousse jusqu'à la mer, ils n'auront rien. Donc, quand ils ont refusé ça, il y a Lord Balfour, qui était l'administrateur de l'endroit, quand il faisait sa déclaration pour remettre la clé de Jérusalem, à travers l'Irgun, les Israélites étaient déjà en guerre contre 5 pays arabes. La Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, et puis, je crois, un autre pays. Liban. Le Liban. Oui. Tous s'étaient ligués et il y a eu une première guerre. Et il y a eu une deuxième guerre. Il y a eu 4 guerres principales. Il y a la guerre de l'indépendance, il y a en 48-49, il y a la guerre de Suez en 1956, il y a la guerre des 6 jours en 1967, et il y a la guerre du Kippour en 1973. Ils ont mené 4 guerres principales. Et chacune de ces guerres, ce n'était pas contre un seul pays ou contre les Palestiniens, c'était contre un ensemble de pays arabes. Excepté la guerre de 56, canal de Suez. Canal de Suez. Ça, c'était contre l'Égypte. Et l'Israël était accompagné de la France et de la Grande-Bretagne. Et donc, dans ces guerres-là, c'est comme ça ils ont inauguré la stratégie de la terre, de la guerre préventive ou de la terre brûlée, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils ont occupé le mont le mont syrien, Oui. Plateau de Golan. le plateau de Golan, et ils ont occupé le mont Sinaï, Oui, qui appartenait à l'Égypte. Le plateau de Golan, c'est la Syrie. oui. Ils sont partis occuper ces choses-là en prévenant. Si tu vois que tu viens essayer de... Et même les fermes de Sheba à côté des Banais. Bon. Et donc, préventivement, ils sont partis occuper des terres. Et jusqu'ici, je crois, le plateau du Golan est occupé. Et stratégiquement, c'est stratégique quant aussi à la sécurité d'Israël. Et donc, l'Égypte, qui fournissait le gros financièrement et en hommes, qui aidait la Palestine, les autres regardaient mais ne voulaient pas qu'on recule. Anwar el-Sadat a eu le courage de dialoguer pour récupérer le mont Sinaï.
Et d'ailleurs, ça lui a coûté la vie. Et donc, ce qui veut dire que c'est un problème extrêmement complexe et très sensible. Tout ce qu'on va dire ici aujourd'hui, c'est des choses qui font l'objet de discussions, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais dans le sens religieux du terme, le problème religieux qui se pose, le Coran lui-même reconnaît que la Palestine, c'est une terre israélienne. J'ai noté quelques... Je serais heureux qu'on ne fasse pas les débats religieux. Non, on va pas... Mais il faut le dire tout de même. Il y a le verset, la sourate 2, verset 40, ce que j'ai dit, chacun peut vérifier. Il y a la sourate 17, verset 4, 17, verset 104, et surtout le 5, la sourate 5, 21. Donc, vous savez pourquoi je vais, les débats religieux est très sensible. J'aimerais qu'on enlève ces volets. Pourquoi je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les pays qui soutiennent le plus Israël, ce sont des pays musulmans. Absolument. Principe. C'est la Jordanie, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les monarchies de Golfe. Pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, parce que les avions américains qui partent intercepter les missiles iraniens partent aussi en partie de l'Arabie Saoudite. Les pays qui soutiennent Israël. Oui. Oui. Là, Voilà. je suis d'accord. Donc nous avons l'Arabie Saoudite où il y a les premiers lieux de l'islam, c'est-à-dire il y a la Kaaba. Exactement. Donc aujourd'hui, quand c'est l'Arabie Saoudite qui soutient Israël, vous avez les monarchies de Golfe qui appliquent sans doute la charia chez eux, en partie, dans certains de ces pays, soutiennent Israël. Vous avez la Jordanie qui soutient Israël. Je pense que les volets religieux tombent un peu. C'est complexe, on va l'effleurer seulement. Voilà. Mais il y a aussi... Parce qu'il y a plus de pays aujourd'hui musulmans qui soutiennent Israël que des pays musulmans qui soutiennent Israël. Et pourquoi? C'est un autre aspect. J'ai dit religieux, je ne suis pas allé au fond. Ouais. Parce qu'il y a un problème sunnite-chiite. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit le volet religieux. Qui est aussi greffé à ça. Okay. Mais en tout état de cause, pour abréger, on ne va pas citer les choses, pour abréger, Israël est reconnu comme une terre israélite, juive, à la base. Mais les limites des frontières, c'est où? Les limites de frontières, c'est ce qui a été fixé en 1947. Mais ils sont allés au-delà. Non, parce que justement, les pays arabes qui étaient d'abord avec la Palestine, ont refusé. Et c'est ça, et c'est en cela qu'on peut établir une certaine similitude avec l'Ukraine. Le problème ukrainien aujourd'hui, je crois que vous avez posé la question, on va en venir, ce n'est pas tant l'Ukraine que les pays occidentaux qui ont fait de l'Ukraine un proxy. Et ils combattent la Russie à travers l'Ukraine. Et la recherche du leadership dont j'ai toujours parlé, du monde arabe et du monde islamique, c'était juste à travers ce combat-là. Et ça a compliqué les choses. D'accord. Maintenant, Yasser Arafat, qui est venu, avait refusé ce partage-là. Les autres ont refusé quand ils ont formé le FLN. Eux aussi, ils voulaient refuser. Mais c'est derrière ça qu'ils ont couru après. Le partage de la Palestine qui avait été fait lors du premier plan. Et c'est ce que parce que les Israélites avaient occupé tous les endroits et étaient partis jusqu'en Cisjordanie. Et donc, il y a énormément de problèmes autour de ça. Le plan, c'était la résolution 242 de l'ONU, qui a consacré la création de 2 États, malheureusement qui a été rejetée. Aujourd'hui, les Palestiniens courent derrière ceux qu'ils ont refusé dans le temps. Et ceux qui l'ont refusé, ils l'ont refusé sous la pression des pays arabes. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes pays arabes qui ne les soutiennent plus. Et donc, pour en venir à ta première question, ouais. Une guerre directe. On est arrivé, la cause, pourquoi on en est arrivé là, c'est parce que des pays arabes ont voulu chercher un intérêt à travers ce problème palestinien. Et ils ont formé des fronts de refus. Tant qu'eux, ils n'ont pas intérêt, la Palestine, ils ne vont pas la laisser devenir tranquille. Et c'est ça qui a aggravé le problème. Et jusqu'ici, vous-même, la sensibilité du sujet, c'est à cause de ça. Et oui, mais beaucoup de pays arabes ont signé les accords Abraham.
lesquels accords d'ailleurs enlèvent presque vite même le contenu de la question palestinienne. Mais maintenant, arriver jusqu'à un affrontement direct entre l'Israël et l'Iran, c'est surtout ça ma question. Parce que j'en viens toujours au même problème. L'Iran n'est pas un pays frontalier d'Israël. L'Iran n'est pas un pays formel, c'est un pays islamique. Et c'est un pays chiite. Et il y a ce problème chiite-sunnite. Et il y a, comme on le dit, il y a un problème géopolitique aussi. Oui. C'est-à-dire que la domination du monde occidental dans ces contrées-là, déjà avec les deux royaumes occidentaux, le royaume occidental de comment est-ce qu'on appelle, j'ai oublié, qui était depuis l'époque de Jésus, voilà, l'occupation romaine, ensuite les différentes occupations, voilà, tout ça, ça contribuait un peu à alourdir le problème. Mais le problème du pétrole ou de problèmes économiques ou énergétiques ne sont venus qu'après. Oui, aujourd'hui, nous savons que c'est une réalité. Docteur, nous partons vers vous. Parce que nous autres, bon, moi je suis analyste des questions géopolitiques, c'est ce que nous voyons. Il y a toujours des prétextes, il y a toujours des alibis religieux ou autres. Mais nous savons qu'en Iran, par exemple, il y a beaucoup de juifs. Il y a des milliers de juifs qui vivent en Iran tranquillement. Nous savons qu'en Iran, il y a plus de chrétiens aujourd'hui en Iran qu'en Israël. Et nous savons qu'il y a plus d'arabes en Israël qu'en Iran. Et puis nous savons que 21% de la population israélienne aujourd'hui, c'est uniquement des arabes. 21% de la population. Donc il y a tout un débat à ce niveau. Mais docteur, arriver jusqu'à un affrontement direct entre l'Iran et puis Israël, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, merci beaucoup, général. On est rentré de plein pied là-dedans. Oui. Le douanier vient de faire l'historique. De cet instant jusqu'à demain matin, on peut continuer de dire l'histoire de ce peuple-là. Mais c'est multifactoriel, comme mon co-débatteur l'a dit. Il y a un facteur racial, il y a un facteur économique, surtout économique, que les gens oublient, que beaucoup de gens ne savent pas. Et beaucoup de gens ne savent pas également que l'Israël et l'Iran, c'était la belle époque où ils s'aimaient bien. L'Israël et l'Iran avaient scellé un partenariat très très fécond, en tout cas sous le coupole des États-Unis. Et pour éclairer la lanterne des gens, beaucoup de personnes ne le savent pas, l'Iran a été le deuxième pays arabe à reconnaître l'Israël. Et d'ailleurs, au moment où le pétrole a commencé à jaillir des sous-sols iraniens, les compagnies américaines qui étaient chargées de l'exploitation et de tout du pétrole avaient créé un pipeline qui partait de l'Iran et qui traversait l'Israël aussi pour l'Europe. Il y avait en Iran un régime qui n'était pas du tout aimé, le régime du Shah. Donc, mais qui était très proche d'Israël et des États-Unis. Ils ont même fait un coup d'État en Iran pour imposer le Shah. Oui, parce qu'ils ont renversé Mossadegh. Exactement. Mossadegh a été renversé. Ils ont consolidé les pouvoirs du Shah. Et je pense que dans les années 1953-54, les Iraniens se sont levés. Ils ont dit merde au Shah. Ils n'aimaient pas le Shah parce que le Shah faisait la politique de démocratie occidentale qui ne plaisait pas au peuple iranien. Ça ne plaisait pas au peuple iranien et voilà. Le peuple s'est levé un beau jour, ils ont cherché le Shah. Le Shah a été... en 79. En 79. Le Shah est parti en France et l'autre là est venu. Non, d'ailleurs, Ayatollah Khomeini, même à la tête de cette révolution, était en France. Était en France. Donc, Ayatollah Khomeini est venu. C'est sous le joug de Ayatollah Khomeini que beaucoup de choses en Iran ont changé. L'Iran a adopté une république islamique. Et là,
tous les contrats, tout ce qui était entre l'Iran et les démocraties occidentales, l'Iran a foulé tout ça, quoi. Il a mis tout ça à la poubelle. Et les Occidentaux étaient très fâchés contre l'Iran et ils ont vu l'Iran leur premier ennemi. Et c'est ça que les problèmes d'Iran et d'Israël sont partis. Parce qu'au même moment, ce qui ne se dit pas également, les Juifs, quand on prend à partir de 1945, la Deuxième Guerre mondiale a ouvert la boîte de Pandore. Parce que les Juifs ont été soi-disant persécutés, la persécution juive a été dite, mais même il y a des politiciens, des grands politiciens comme Jean-Marie Le Pen en France, disaient qu'ils en ont ajouté que la persécution là, qui a été dit, les faux crématoires d'Hitler et tout ça là, qu'il fallait... Non, ça c'est une réalité. Oui. Maintenant, si ça a été ajouté ou pas... Oui, non. Lui, je parle, c'est Jean-Marie Le Pen qui a dit, moi, c'est pas moi, ça vient de lui, j'ai suivi son interview. Non, en tout cas, l'histoire a été écrite toujours par les vainqueurs. Même l'avènement de la bombe atomique, là, qui est le problème aujourd'hui, qui a été l'inventeur de la bombe atomique? C'est la formule magique de Albert Einstein, qui était un savant allemand. Comme ils étaient persécutés, ils sont tous allés aux États-Unis. Et là-bas, les Juifs, c'est un peuple très soudé. Et de par leur intelligence et tout, ils ont apporté cette formule-là. Ils ont fabriqué la première bombe atomique et qui a été larguée sur Nagasaki et Hiroshima. Et tout le monde connaît les conséquences. Donc aujourd'hui, un seul mot, c'est que l'Iran considère l'Israël comme un pays génocidaire parce que les Israéliens sont en train de massacrer le peuple palestinien. Et les Israéliens aussi considèrent l'Iran comme un peuple génocidaire parce que l'Iran veut avoir la bombe atomique. En fait, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a un problème économique très important là-dessus. On va en parler. Moi, je voudrais, s'il te plaît, avec ta permission, compléter effectivement un aspect. C'est la bombe atomique. Khomeini, je crois, c'est en 1978. 79 qu'il a débarqué. Le premier discours qu'il a tenu, c'était la destruction. Dans ce discours-là, il était la destruction d'Israël. Et c'est à partir du moment que il y a eu l'insertion d'un problème théologique. Parce qu'ils ont constitué en ce moment une république islamique. Et l'orientation islamique était une menace pour Israël. Et surtout pour les États-Unis aussi. Parce que Israël et les États-Unis, c'est un couple infernal. Israël était une démocratie dans ce monde où c'était souvent des royautés, c'était pas forcément la démocratie telle qu'eux, ils l'entendaient. Mais effectivement, il y avait des problèmes énergétiques dessous. Le renversement, même les Britanniques ont eu énormément de problèmes avec la révolution en Iran, parce que c'est eux qui avaient tout le marché du pétrole. Mais le boom pétrolier, en réalité, n'est venu qu'en 1973. Mais néanmoins, ça tenait pour une partie. Mais c'est l'arrivée de l'imam Khomeini qui a aggravé le problème. Aujourd'hui, le problème entre les deux, c'est que certains qui disent qu'il faut éradiquer Israël, c'est une menace que Israël voudrait endiguer. Et la bombe atomique est un moyen très puissant. Aujourd'hui, ils se sont donné le rôle de, peut-être pas d'endiguer les recherches à la matière, mais plutôt de les retarder. D'où la persistance, ils veulent détruire les bunkers dans lesquels sont entourés tous les laboratoires et autres. Oui, mais doyen, à ce niveau, je pense que nous allons arriver... Et ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'ils n'ont pas une fois détruit un site nucléaire? J'arrive, je pense,
c'est même l'objet de notre seconde question. Les deux poids, deux mesures. Parce que les faits sont têtus. Je parle dans le discours d'Ayatollah Khomeini. Nous devons faire la différence. Nous devons distinguer la destruction de l'État sioniste de la destruction de l'État d'Israël. Chaque fois, les leaders iraniens parlent surtout du sionisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de juifs même qui rejettent le sionisme. Aujourd'hui, nous nous demandons, le paradoxe c'est quoi? Il y a des milliers de juifs qui vivent tranquillement en Iran. Et ça, c'est prouvé. Qui vivent tranquillement en Iran, et ça, c'est prouvé. C'est vrai. Et je ne connais pas une chasse aux sorcières contre les juifs qui vivent en Iran. Donc, les problèmes avec les Iraniens parlent surtout du sionisme qu'il faudrait distinguer avec l'État juif en tant que tel. Oui. Même les discours, d'ailleurs, les discours mis en avant aujourd'hui par les analystes israéliens, ce ne pas les discours même de Khomeini, c'est les discours d'Ahmadinejad. Ahmadinejad qui fut maire de Téhéran. Et même dans ces discours, on dit même la traduction a été très mal faite. Ça a été très mal fait pour induire des gens dans l'erreur. Maintenant, nous, notre seconde question, c'est par rapport à cette arme nucléaire. Parce que pour qu'on en arrive là, il faudrait voir les objectifs. Benjamin Netanyahu a parlé de deux objectifs majeurs, même s'il a voulu en ajouter un troisième. Le premier objectif, il dit de finir avec le programme nucléaire de l'Iran. Deuxième objectif, il dit de finir avec le programme balistique. Et troisième objectif qu'il avait ajouté, peut-être qu'il a levé, je ne sais pas, c'est dit à quoi, c'était d'éliminer, de décapiter, renverser même le régime en place, le régime iranien. Donc quand on prend les trois objectifs en question, le système nucléaire, aujourd'hui, ramener ça peut-être, les doigts à un problème chiite peut-être, et puis les juifs là, je pense que ça aurait du mal à passer, parce que Saddam Hussein est un sunnite. Et je pense que son programme nucléaire a été bombardé par Israël. Lesquels programmes nucléaires même étaient conçus, ce sont les Français qui avaient le marché. C'est important de signaler ça. En Syrie, de l'autre côté, Bachar, même s'il est allié aux chiites, mais c'est un alawite. Et là encore, ça a été encore bombardé. Et Kadhafi, ce sont les États-Unis qui l'ont dissuadé de revenir là-dessus. Mais là où nous parlons de deux poids, deux mesures, mieux vaut, autant qu'on demande à l'Iran d'abandonner ses armes nucléaires, pourquoi on ne demande pas tout simplement aussi à l'État d'Israël d'abandonner ses armes nucléaires? Très belle question. Oui. Je me donne le droit de prendre la parole, même si mon oncle ne veut pas. Mais c'est ça, parce que... Oui. Tu n'en es pas une désobéissance près. Exactement. C'est-à-dire, dans ce monde ici-bas, ce ne sont que des rapports de force. C'est le mensonge, le rapport de force, et voilà, écraser les plus faibles. Parce que quand on a la bombe atomique, moi je suis médecin, il y a des choses, vous ne savez pas. Les effets de la bombe, des rayonnements ionisants, c'est des effets qui sont majeurs. Il y a deux grands effets. Il y a un effet qui ne finit jamais. Regardez Tchernobyl. Regardez Nagasaki, Hiroshima. La Terre est détruite là-bas, quoi. Il y a même des conséquences jusqu'à demain, jusqu'au moment où je vous parle. Il y a les effets qui sont immédiats, mais il y a des effets aussi qui sont un peu lointains. La bombe, elle n'est pas bonne de par son impact même. C'est-à-dire, quand ça s'explose, ça fait des milliers de kilomètres ravagés. Rien ne pousse. Et le souffle aussi. Et les irradiations. Donc, c'est pas parce que la bombe là qui a été larguée à la Deuxième Guerre mondiale sur Nagasaki et Hiroshima, c'est une bombe de faible teneur. Ouais, 15 kilotonnes. 15 kilotonnes. Il y a des bombes qu'il faut 100 fois aujourd'hui, ou même 200 fois aujourd'hui. Oui. Donc, l'arme nucléaire est devenue une arme dissuasive. Dissuasive parce que quand on a, excusez-moi du terme, je l'ai dit, Simon Benguel le permet, ce sont les insectes sur le gonade, les moustiques sur les gonades. On ne peut pas les taper. On peut les souffler et puis qu'ils passent. Parce que là, tu les tapes, c'est pour toi, c'est contre toi-même, quoi, en fait. Donc la bombe atomique, sa dangerosité fait que l'Israël est là, mais l'Israël dort d'un seul œil. Les Arabes disent que l'Israël doit disparaître. L'Israël, c'est 400 km, 450 km de long et 130 de large. Un petit pays comme ça.
Une bombe nucléaire là-bas, ça peut détruire même les voisins. Et c'est peut-être leur histoire de prévention, de frappe préventive contre l'Iran, réside de ce côté-là. Parce qu'il faut faire tout pour que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Mais ils ont la bombe. Ils ont la bombe, voilà. C'est comme ça. Parce qu'eux, ils doivent avoir la bombe. Parce qu'eux, ils sont peut-être la dérivée première des États-Unis. Ils sont protégés par les démocraties occidentales. Donc, eux, ils se disent que, bon, voilà, nous, on a une capacité de dissuasion sur nos propres voisins. Et si un de nos voisins a la bombe atomique, ça change les donnes. Ça change les donnes. Oui, docteur. Oui. Et je reviens vers le domaine en attendant. Mais cette guerre intervient au moment où des discussions étaient en cours. Des discussions conduites par Donald Trump lui-même. Exactement. Et Donald Trump, c'est qui? C'est ce président qui, de 2016 à 2020, avait retiré, lors de son premier mandat, les États-Unis de cet accord nucléaire. Et d'ailleurs, là, il a dit que l'Iran respectait à la lettre l'accord qui a été signé par Barack Obama. Exactement. Et les 5 pays membres permanents des Nations Unies. Donald Trump déchire l'accord. Joe Biden fait ses 4 ans. Il part. Et Donald Trump, qui est réélu une seconde fois, les mêmes qui avaient déchiré l'accord demandent un second accord. Et l'Iran accepte. Et pendant que les discussions sont en cours, et puis les sites qui sont bombardés, les sites de Natanz et de Fordo, c'est des sites qui sont sous inspection de l'AIA. Est-ce qu'on peut comprendre que pendant qu'un site est sous inspection de l'AIA, qu'on s'attaque à ces mêmes sites? C'est très facile de répondre à cette question. Je reviens simplement au lieu de l'AIA, parce que l'AIA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un démembrement des Nations Unies, n'est-ce pas? De l'ONU. L'AIA est un démembrement de l'ONU. Oui. Qui s'occupe évidemment des problèmes. Spécialisée. Voilà. Ils sont allés attaquer sous des faux propices à l'ONU même. Il y a une fois, les États-Unis sont allés par l'entreprise de l'un de leurs généraux, noirs, Colin Powell, qui allait montrer un petit bocal rempli de poudre blanche. Et automatiquement, ils ont pris une résolution pour aller bombarder l'Irak et voilà, tuer Saddam Hussein. Ils en ont fait avec l'autre là, et Kadhafi. Voilà, les Nations Unies, c'est pour eux, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Sinon, normalement, tous les pays, quand même, doivent avoir les moyens de se défendre. Même si le Mali a les moyens aujourd'hui de fabriquer l'arme atomique, pourquoi pas? Mais la politique de 2 poids 2 mesures dans le monde, il faudrait que ça cesse. Parce qu'à force de dominer les gens, à force d'être injuste, de conduire la justice à son paroxysme, les gens finiront par se défendre. C'est ce qui est en train d'arriver. Ok. Merci beaucoup, doyen. Ouais. Le monde, en tout cas, beaucoup de pays, le monde occidental principalement, ce monde a condamné fermement et même sanctionné lourdement la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais parce qu'on considère la Russie comme le pays agresseur. Et cette fois-ci, c'est même les médias français autant parlent que c'est Netanyahou qui constitue aujourd'hui le pays agresseur. Mais pourquoi il n'y a pas la même condamnation? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi en dessous que nous autres, que nos téléspectateurs peuvent comprendre? Ouais. Pour la sensibilité du sujet, je souhaiterais revenir sur ce que j'ai dit à propos de l'opposition sunnite-chiite. C'est un des facteurs qui a existé dans le temps, mais qui n'est pas forcément toujours existant. Mais ça a existé dans le temps. Aujourd'hui, il faut, pour en revenir au sujet, la bombe atomique est un facteur d'équilibre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toutes les armes du monde, une armée très fournie en nombre et en matériel plus qu'un autre pays, mais ce pays, si petit soit-il, lorsqu'il a la bombe nucléaire, ça équilibre. Il y a un équilibre. Un équilibre de terreur. Voilà. Et donc, posséder la bombe nucléaire, c'est s'affranchir souvent de la menace des autres pays sur le plan
militaire. Et puis ça vous permet d'intégrer les cercles restreints de la DMA. Voilà. DMA, destruction mutuelle assurée. Voilà. Et donc, c'est ce problème-là. Et c'est pour ça que tu verras l'Arabie Saoudite, parce que ne souhaite pas que l'Iran ait la bombe nucléaire dans la région. Parce que ça va déséquilibrer les choses. Et ils commencent même à demander eux aussi à faire leur bombe nucléaire. C'est ce problème qui est à la base. La Turquie en fera, l'Égypte en fera. Voilà, chacun en fera. Et je finirai par une proposition que je crois qu'il faut prendre date. Aujourd'hui, sur ton plateau, on va faire une proposition. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est que si l'Iran a la bombe atomique, elle devient une puissance militaire dans la région. Est-ce qu'elle n'en a pas déjà? Elle n'est pas, elle n'en est pas loin. C'est bon, ça c'est très technique pour qu'on rentre là-dedans. Elle n'en est pas loin. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, il y a une concomitance des intérêts entre Israël et les États-Unis, qui n'ont pas intérêt à ce que l'Iran ait sa bombe atomique. Et d'autres pays de la région, pourquoi s'allient à Israël? C'est parce qu'ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de l'Iran avec une puissance nucléaire. Il va y avoir un facteur de domination dans la sous-région. Maintenant, vous êtes deux poids, deux mesures. Encore faut-il qu'on mesure avec les mêmes instruments de mesure. Ce que vous appelez deux poids, deux mesures, vous reposez sur une cohérence dans la démarche, sur une logique qui s'attache à un principe juridique. C'est à cela que vous êtes. Mais les pays occidentaux, surtout impérialistes ou néocolonialistes, en sont loin. Vous n'avez pas les mêmes instruments de mesure. Eux, c'est leur intérêt. C'est l'intérêt du moment du pays qui prime. Et ça n'a rien à voir avec les règles juridiques, c'est pour vous. C'est ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais pour eux, les règles juridiques sont établies pour être violées. Ils ne la respectent pas. Je suis d'accord. Voilà. Donc, je crois qu'on doit dépasser ce terme de deux poids, deux mesures. Les mesures ne sont pas les mêmes. Eux, ils ont une autre mesure que toi, tu n'as pas. Leur mesure, c'est leur intérêt. Quitte à violer les principes juridiques. C'est leur intérêt qu'ils suivent. Mais ils doivent pas s'alarmer que les autres en fassent autant. Mais justement, parce que les autres en fassent autant, ce n'est pas leur intérêt. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, je te rappelle que ce qui se passe, ce qui justifie l'intervention de la Russie en Ukraine, l'Ukraine pour la Russie était ce qu'ils ont appelé le pays étranger. Le pays étranger, c'est ce pays qui fait barrière entre eux et les autres pays. Oui, l'autre bloc. Et je te rappelle qu'en 1962, il y a eu la crise des missiles de Cuba, où Khrouchtchev avait voulu installer des lance-missiles à Cuba et face aux États-Unis. Ça a failli entraîner une guerre mondiale. On est passé de peu près d'une guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, eux, ils veulent faire la même chose. C'était le même problème des crises de missiles 120 ou S-120 dans les pays en Allemagne. Une autre crise similaire avait surgi. Ouais. Et ceux qui étaient là-bas avaient refusé. Parce que installer des missiles, ça raccourcit les distances. Or, aujourd'hui, avec les missiles balistiques et intercontinentaux, la Russie a un avantage sur les États-Unis. Et les États-Unis sont obligés, ou l'Occident est obligé de se rapprocher de la Russie pour pouvoir frapper la Russie. La Russie n'a pas besoin de se rapprocher d'eux. Et donc, il y a un déséquilibre. Maintenant, moi, ce que je t'avais dit au téléphone l'autre jour, que l'Union africaine avait autre chose à faire que de s'embarquer dans des histoires de démocratie. Exactement. Un des champs de combat que l'Union africaine doit mener, c'est de s'opposer à la prolifération nucléaire, d'où que ce soit des États-Unis, de l'URSS et autres. Parce que nous sommes dans un monde planétaire, un village planétaire. Aujourd'hui, avec Tchernobyl, lorsqu'il y a eu
des incidents à Tchernobyl, le vent radioactif a drainé jusqu'en Europe. Aujourd'hui, quand il y a un problème ou une bombe qui éclate quelque part, l'Afrique n'est pas épargnée. Et donc, l'Afrique a l'obligation de se mêler de ce combat et d'interdire. Et peut-être de se mêler des négociations de SALT II pour la réduction des armes nucléaires. Mais il n'y a pas une Afrique, doyen. Oui, mais cette fois-ci, il y a une OUE, une Union africaine. Elle n'est pas unie. Non, justement, si on se réunit autour d'objectifs de ce genre, on n'a plus de chances de s'entendre parce qu'il y va de la sécurité de tous les pays en Afrique. Aujourd'hui, il y a une guerre qui éclate aux portes de l'Afrique. Quand ces gens le vent nucléaire, on ne sait pas où ça va aller. Et ça peut venir chez nous. Et donc, préserver l'Afrique de ça, c'est sur la base d'une chose. Vous ne pouvez pas posséder ça parce que c'est une arme. S'il y a un incident, s'il y a un bombardement, vous ne pouvez pas garantir que ça ne touchera pas l'Afrique. Et voilà quelque chose sur lequel l'Union africaine doit travailler pour mettre les gens d'accord, pour préserver la sécurité de l'Afrique tout entière, pas d'un pays. Et là, cela va demander que les pays décrochent de leur alliance avec la Russie, parce que la Russie, ce serait perdre l'avantage qu'il a sur les autres pays États. Donc, mais le monde, c'est comme ça. C'est la confrontation des intérêts. Voilà un champ nouveau, parmi d'autres que l'Union africaine peut soulever pour rester unie et dans lesquels tout le monde va s'investir. Ok. Je crois. Donc, nous restons avec vous. Y a-t-il un impact sur la crise en Ukraine, ou principalement ce qui nous intéresse le plus, la crise qui sévit ici dans l'espace AES? Ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran, a-t-il des répercussions sur l'espace AES, par exemple? Sur l'espace AES, oui et non. Ok, les deux, comment? Oui, sur l'Ukraine, oui. Ok. Le problème ukrainien a débordé chez nous ici. Mais le problème... L'impact, c'est quoi sur l'Ukraine? Sur l'Ukraine, oui, c'est toujours le même problème. La confrontation entre une nouvelle... les deux blocs. Voilà, entre les deux blocs. C'est ce qui sévit en Ukraine, et c'est la même chose qu'il y a dans ce problème Iran-Irak. Vous verrez que pratiquement les pays de BRICS, en majorité, qui sont à la tête, Brésil. Non, pas le Brésil. Chine. Non, la Chine et la Russie sont en pointe et sont avec Israël, et non avec l'Iran. Tandis que les autres sont souvent, même les Macron, qui étaient en train de crier qu'il y a un génocide en Palestine, sont avec Israël. Donc c'est toujours cet affrontement entre les deux blocs. Zelensky pourrait être affaibli alors? Zelensky affaibli, il l'est déjà, je crois, Zelensky. Davantage. Mais ça m'étonnerait que ça aille plus loin. Mais Zelensky est déjà affaibli, sauf que, vous savez, il y a des acteurs hybrides là-dedans dont on ne peut pas saisir la ligne de conduite, tels que Recep Tayyip Erdogan. Ah non, voilà. Lui, comme il est qui est un pion incontrôlable dans les deux blocs. Ah oui, lui, il est insaisissable. Voilà. Et dont les alliances peuvent changer du jour au lendemain. Oui. Voilà. Et donc, à présent, déjà, il n'est pas très clair dans l'affaire de l'Ukraine, et il continuera à ne pas être très clair. Ce en quoi il est clair, c'est qu'aujourd'hui, il épouse les positions iraniennes. Et ça aussi en corrélation avec ce qui s'est passé en Syrie. Parce qu'en Syrie, c'était l'affrontement de ces deux blocs aussi. Oui, mais en Syrie, lui, Erdogan, il était du côté d'Israël contre le bloc irano-russe. Irano-russe. Il a même une fois bombardé un avion russe. Sa position, je t'ai dit, sa position... il glisse. C'est pourquoi il faut faire extrêmement... En fait, il n'a pas de position. Non, il a une position. Non, il est unique dans son genre. Il a une position, c'est quant à moi. Tout est tourné vers lui-même. Il a un ego surdimensionné et il ne veut que les intérêts de son pays et de son intérêt à lui. On ne peut que le respecter pour ça. Voilà. Et c'est en cela que personne n'arrive à le cadrer.
Ok. Voilà. Docteur, Oui, impact sur oui, l'AES. avant de répondre à cette question-là, Mais l'AES, c'est toujours l'affrontement entre ces deux blocs. Hein. C'est en cela que ça joue. Oui. Exactement. On retourne un peu en arrière par rapport au nucléaire. On dit que l'Israël a, mais sur aucun des documents, il n'est stipulé que l'Israël a l'arme atomique. Même l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, ne peut pas te donner une preuve formelle. Mais l'Israël a quand même. Oui. Les sites de l'Israël n'ont pas été... C'est la France qui a donné. La France a donné, et les premiers essais nucléaires de l'Israël ont été faits sur la terre africaine d'Algérie. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Parallèlement aux essais de la France. Oui, oui, ce sont les Français. La France a envoyé plus de 700 ingénieurs, techniciens et tout ça pour fabriquer une usine textile qui ne disait pas son nom. En fait, c'était pour le développement de la bombe atomique de l'Israël. Et la bombe atomique, une fois conçue, ils ont fait les premiers essais de la bombe dans le nord, dans le sud algérien. Et ça, c'était l'information que je voulais ajouter. Et je voulais aussi dire que... Le sud algérien, c'est non loin de notre frontière. Oui, oui. Qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est... Personne ne sait même si ça a été fait au Mali. Personne ne sait. Mais on dit, en général, on ne dit pas le nom du Mali, on dit dans le sud algérien. Ce qui est aussi difficile dans cette histoire de nucléaire, c'est qu'il y a le nucléaire civil et le nucléaire atomique et militaire. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que celui qui a déjà la technologie du nucléaire civil, le nucléaire militaire deviendra quelque chose de plus facile. C'est comme la lettre à la poste. Oui, mais là, il faut enrichir à 90 degrés. Exactement. Tout est enrichissement d'uranium parce que l'uranium est un corps radioactif dont 1 gramme seulement, 1 gramme de concentré uranique produit autant d'énergie que 1000 tonnes de charbon. Un petit gramme. Donc c'est l'énergie à bon marché. Et quand on utilise l'uranium aussi, il y a une possibilité de le réutiliser encore en enrichissant. Et cette technologie-là n'est pas avec tout le monde. C'est les Russes qui sont très forts dans ça. Les Russes, oui. Donc le nucléaire civil, je pense que beaucoup de pays vont aller vers ça. Parce que les énergies, comment ça s'appelle, d'origine renouvelable, je dis fossiles vont peut-être tarir un jour, on ne sait jamais. Mais l'uranium quand même est là, en quantité suffisante, et l'humanité peut s'en servir pendant très très longtemps. Ah, mais tous les pays n'en possèdent pas. Parce qu'ils empêchent les pays d'en avoir. Non, c'est dans le sous-sol. J'ai dit tous les pays ne possèdent pas d'uranium. Effectivement, mais l'uranium est, heureusement, chez nous, et au Niger, ici à Arlit, il y a beaucoup d'uranium. Il semble qu'au Mali aussi, il y a de l'uranium. Oui, à Faléa. À Faléa, il y a de l'uranium, même en miroir de l'eau d'Arlit, dans les sous-sols maliennes. Donc, quand on parvient à maîtriser cette énergie-là, bon marché, ça pourra beaucoup nous aider. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, tout est question d'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Ok. Donc, bon, je continue, j'étais revenu un peu en arrière. Oui, l'impact sur... évidemment, parce que ce sur sont le conflit en Ukraine bien... Oui, ce sont les guerres à procuration. Les États-Unis font souvent les guerres à procuration. La guerre Iran-Irak, je parle de là-bas, c'était une guerre à procuration. Parce que les États-Unis et l'Israël sont allés armer l'Iran et l'Irak pour attaquer l'Iran. Et ils ont fait combien d'années de guerre après, ça s'est calmé? 8 ans. 8 ans. Et même là, les États-Unis sont... Parce qu'ils ont commencé. On dit, chez nous, il y a un proverbe qui dit que tant qu'on ne finit pas de mettre le feu à la brousse, une sauterelle ne doit pas se rendre aux funérailles d'un autre. C'est-à-dire qu'on est binjeni maban, ton état, ton sangafo. Beaucoup de gens lisent, hein, parce que après, ce que j'ai compris, beaucoup de spécialistes géopoliticiens qui sont peut-être les devins, ils prédisent les choses, mais beaucoup d'esprits... Non, loin de là. Oui, c'est une prédiction qui n'est pas donnée à tout esprit de comprendre. Ouais. Excusez-moi, les esprits des moineaux ne peuvent pas comprendre ça. Après la Syrie, le tour était à l'Iran. Et après l'Iran, à qui le tour maintenant? C'est ce que
les Arabes n'ont pas encore compris. Et s'ils ont compris, et ils sont dans leur... Il y a trop de problèmes, il y a beaucoup de choses enchevêtrées qu'on ne finira jamais de résoudre. Donc l'impact est réel. Hein. Et quand on voit l'armée malienne qui a été attaquée à Guelog. L'armée malienne a été attaquée. Il paraît qu'ils ont utilisé des drones. Les rebelles, ils trouvent les drones où? C'est l'Ukraine qui les a fournis. Parce que l'Ukraine a pris mal de voir que les instructeurs russes sont là, qui nous aident. Mais nous sommes un pays souverain. Oui, même si on est souverain, ça leur passe mal par la gorge. C'est une sorte d'égoïsme. Mais nous n'avons aucune frontière avec l'Ukraine. Ils l'ont fait via quel pays? Via les démocraties occidentales, là, ça se comprend. Quel pays frontalier du Mali, par exemple? L'Algérie, évidemment, l'Algérie, ça crève les yeux. Or, j'ai toujours dit sur ce même plateau-là, l'Algérie a tout à gagner en donnant sa main au Mali. Le Mali n'a jamais été un problème à l'Algérie. On a parfaitement vécu en symbiose du temps de Boulmidjen et même l'autre là, le dernier qui est après le président Tebboune. Et Bouteflika? Bouteflika, oui. Même avec Bouteflika, les choses ne disaient pas tous leurs noms, mais il n'y avait pas suffisamment de problèmes comme ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup, docteur Doyen. Nous revenons vers vous parce que guerre nucléaire, on en a parlé, des pans religieux, on en a parlé, communautaire, voire ethnique, on en a parlé. Mais il y a pour nous un volet énergétique, voire économique, peut-être qu'il faudrait prendre en compte. Si nous savons que l'Iran, c'est la deuxième réserve mondiale du gaz, nous savons également que l'Iran, c'est la troisième réserve mondiale du pétrole. Exactement. Nous savons que l'Iran, c'est aussi les détroits d'Ormuz, oui. Où transitent 20% des carburants. Donc, l'Iran, 48 heures, bloqué les détroits d'Ormuz, seulement 48 heures, il y aurait une flambée des prix, et puis il pourrait y avoir des soulèvements dans beaucoup de pays. Et beaucoup d'ordres peuvent être changés. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prendre ces volets en compte? Non seulement ce volet énergétique, parce qu'en cas de conflit prolongé, effectivement, ça va jouer sur le prix des produits pétroliers. Mais en plus, nous devons avoir une politique. Nous avons un intérêt lié aussi un peu avec l'Iran. Déjà, les pays de l'AES, et surtout le Mali. Okay. Parce que, rappelle-toi, je crois que une bonne partie des drones qui nous sont vendus ont été vendus par l'Iran. Jusque-là, je crois aux drones turcs. Non, pas seulement, l'Iran aussi. Et donc, c'est une source d'approvisionnement dont nous devons tenir compte dans notre appréciation. Sans compter que s'il y a besoin d'un appui en cas de vote à l'ONU, nous serons amenés à nous prononcer pour un coin ou pour un autre. Or, nous sommes partenaires avec aussi l'Union soviétique, la Russie qui est en pointe dans cette affaire, au point de vouloir s'engager en cas de guerre ouverte aux côtés de l'Iran. Donc, il y a effectivement un effet induit sur le prix des produits pétroliers qui va flamber. Il faudrait aussi qu'à un jour ou à un autre, ça ne pose pas de problème en ce qui concerne les relations géopolitiques avec l'Iran, parce que le Mali a toujours n'a jamais reconnu Israël. Ça n'exclut pas un jour on pourra reconnaître. C'est possible. Je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reconnu. Je crois qu'il y a eu, je me permets ce mot, une dictature spirituelle ou idéologique. Parce qu'en fait, on avait une coopération ouverte avec Israël. Les SICA, oui. C'est Israël. Ah, n'est-ce pas? Les SICA, c'est Israël. La pastèque, c'est Israël. Les carpes, c'est Israël. On avait une coopération technique avec Israël. Mais on a viré quand on a fait et cause pour la Palestine dans son opposition avec Israël. Et d'ailleurs, à un moment donné, il s'était allé au-delà. Parce qu'aujourd'hui, Israël est en pointe sur 2 points. La santé
et l'agriculture qui nous sont aujourd'hui, à nous, nécessaires. L'agriculture avec le goutte à goutte, parce que quand ils sont venus réoccuper la partie Palestine qui est aujourd'hui Israël, tu verras dans la chanson de qui est décédé, qui disait 6 millions d'arbres. Mais ils ont refleuri le désert, ils ont replanté. Et Israël aujourd'hui, sans que j'y ai été, ce que j'ai pu comprendre, même sur les routes, au bord des routes, il y a des arbres fruitiers un peu partout. Et ils sont très bons en agriculture. Oui, parce que je pense que sur le plan géopolitique, nous, on a peut-être tout intérêt à avoir de bonnes relations avec les deux côtés. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet peut-être... Nous nous sommes focalisés sur nos relations avec les pays arabes. Oui, c'est ça que systématiquement. Je sens de rectifier parce que nous savons aussi que ce plateau, c'est aussi une tribune peut-être qui a suivi. Quand on est accompagné d'experts, nous proposons aussi. Parce que quand on a de bonnes relations avec les deux côtés, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils font contre les Palestiniens, mais les bonnes relations permettent au moins de pouvoir vous parler. C'est parce que j'ai de bonnes relations avec le docteur et je pourrais lui dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, par exemple. C'est ce qui a été dit par Sarkozy. L'amitié, c'est ce qui permet aussi de dire la vérité. Voilà. Aujourd'hui, Erdogan a de très bonnes relations avec les deux tendances, ça il faudrait le dire, préciser. Et malgré tout, aujourd'hui, il est vent debout contre ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire. Docteur, je reviens vers vous, parce que l'émission commence à tirer vers sa fin. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, parce que ce que le doyen vient de dire, pourquoi on n'a pas continué avec ces bonnes relations avec Israël? Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la division du monde en deux blocs, capitalistes et comment ça s'appelle, communistes. Le pacte de Varsovie et puis l'OTAN. Le pacte de Varsovie et les démocraties occidentales, l'OTAN. On avait adopté une très bonne attitude, les Africains, et à l'ONU, qu'on appelait les non-alignements. Exactement. On devrait rester droit dans nos boîtes et continuer comme ça. Tu es mon ami, ta relation avec l'autre là m'importe souvent un peu. Je regarde ma relation avec toi, ce que tu m'apportes. Et s'il y a un problème, l'autre aussi est mon ami, je pourrais discuter avec vous. Automatiquement, le Mali on a fait dos à cette bonne relation. Et moi, je me rappelle exactement un Israélien, si on me permet, le temps nous permet, de raconter un peu cette histoire. J'ai eu à connaître un Israélien dans les programmes qui devaient... les Américains avaient financé un programme où on devait bénéficier de goudron de Ségou jusqu'à Tombouctou. Et le marché avait été remporté par un Israélien, comment ça s'appelle, entreprise américaine, mais c'était un juif israélien naturalisé américain. Donc j'ai eu, de par ma profession, à soigner beaucoup de ces cadres. Et une fois il est venu, on a discuté, on a eu une discussion entre 20h et 2h du matin. Il m'a dit que le Mali est un pays béni. Parce que il dit que c'est seulement le savoir-faire et la gestion des choses qui n'est pas bien maîtrisé. Il dit que lorsque ils ont pris les plateaux de Golan à la Syrie, c'était un endroit géographique très aride. Non, c'était intéressant de prendre ça. Stratégique. Parce que tout l'eau, il y a beaucoup de fleuves là-bas qui prennent leur source au niveau de ces plateaux-là. Donc l'Israël avait besoin d'eau. Le problème d'eau était un problème criard de l'Israël. Et quand ils ont pris ça, et de par leur maîtrise des technologies, ils ont fabriqué des pompes vraiment à l'échelle plus que humaine. Et ces pompes-là pompent l'eau du plateau de Golan vers l'Israël. Et chaque arbre qui se trouve... Oui, mais docteur, je ne vais pas vous couper, mais on n'encourage pas l'annexion du plateau de Golan. Non, au contraire, non, je lis pas. Non, il dit le Mali c'est comprendre leurs difficultés par rapport à l'eau. Et lui, il m'a dit qu'il a visité la zone de l'Office du Niger, que géographiquement, la région de Ségou, voilà, Ségou et Markala est à un niveau d'élévation plus important par rapport à Nyono.
Au lieu de pomper l'eau, Dieu a fait que la pesanteur fait que l'eau descende de son propre poids. Ok. Nous, on n'a pas besoin de pomper l'eau. Et ils ont pompé l'eau du plateau de Golan jusqu'à leur capitale. Et sur chaque arbre en Israël, il y a le système goutte à goutte. C'est réglé par l'ordinateur. Il y a une quantité d'eau qui arrose les arbres tous les jours. On n'a pas besoin d'utiliser quelqu'un. Voilà. Merci. Oui. Et le volet économique. Le volet économique, exactement. On a dit le pétrole, le gaz, les hydrocarbures fossiles là, sont le nerf de la guerre. Beaucoup de gens ne savent pas. On doit vraiment aller encore lire dans l'histoire. Même la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi Hitler s'est attaqué aux Russes? Parce qu'il voyait le pétrole russe à Bakou. Et Bakou était une entité russe dans le Kazakhstan. Donc il voulait de ce pétrole-là. Parce que qui a le pétrole gagne la guerre. Gagne la guerre. Ça, c'est évident. Mais dans la plupart des livres d'histoire, on n'aimait pas ça. On n'aimait pas ça. Donc, c'est pour détourner l'attention sur les enjeux autour du pétrole. Exactement, c'est pour détourner les enjeux. Il ne te dit jamais que voilà, c'est ça. L'enjeu est caché par ailleurs, mais on te montre on te montre qu'une partie. Non, d'ailleurs, je vais vous aider un peu. Oui. La débâcle de l'armée allemande à la porte de Moscou. Oui. Certes, il y a cette résistance de la part des Russes, des Soviétiques, comprenez. Mais c'est aussi dû au fait que les blindés allemands, les chars allemands ont manqué du carburant. Ont manqué du carburant, donc ils ont dit abandonner même certains blindés. Donc tout ça a contribué, ce n'est pas le seul facteur, mais cela a contribué bien sûr à leur échec. S'ils avaient suffisamment de carburant, ça pouvait se passer aussi autrement. Oui, exactement. Et je dirais que les États-Unis, c'est... Bon, parler trop, je parle pas mal, mais c'est le pays des excès. Et souvent... C'est pour cela que j'ai dit sur ce plateau chaque fois qu'il faut se méfier des statistiques, des chiffres qu'on avance pour dire que voilà, ça c'est rouge, ça c'est... Non. Les États-Unis sont très forts dans ça. Ils disent qu'ils ont du pétrole, mais tous ceux qui sont dans ces domaines-là, tous les grands connaisseurs, ont dit que peut-être dans 10 ans, les États-Unis n'auront plus de pétrole. Oui, parce qu'ils n'ont pas une grande réserve. Voilà, contrairement à ce qu'ils disent. Et non, il ne faut même pas partir des 12 grandes réserves du monde. Voilà. Donc, la nature a horreur du vide. Merci beaucoup. Oui. L'émission tire vers sa fin. Doyen, est-ce qu'une lueur d'espoir pour sortir de crise, comment finir avec cette guerre Iran-Israël? Avez-vous des propositions? Je crois que c'est extrêmement difficile. Ça fait combien de temps, combien de fois on vient sur le même problème israélien? Le problème israélien aujourd'hui... Non, mais il ne s'agit pas de finir totalement avec le problème israélien, mais au moins... Comment sortir de cet engrenage de violence entre l'Iran et puis l'Israël? Je préfère ne pas donner ma solution. Mais allez-y, non, on vous en prie. Je vous en prie. Non, mais non, les téléspectateurs sont en train de vous écouter. Ce serait extrêmement difficile, mais je ne vous dirai pas totalement ce que je pense. Mais allez-y, dites-nous. Voilà. Dites-nous les 10%. Ce que je crois, oui. Il n'y aura pas de guerre par terre, il n'y aura pas d'affrontement terrestre. Ok. C'est là, égard à la distance entre les deux pays. 1600 km. 1600, 1700 km, ouais. On ne peut pas mener des chars sur toute cette distance-là, ce n'est pas possible. Donc, ça va rester au niveau. Maintenant, ce que moi j'ai constaté, parce que j'ai lu depuis plus de 25 ans un livre qu'on appelle l'Aliabet, le retour en Israël. Et je crois qu'il y a un terme arabe, voilà, je ne sais plus, le retour dans les terres islamiques. Islamiques. Ah, okay. Parce que c'est deux langues sémitiques qui se ressemblent. J'ai lu ça et j'ai vu les micmacs et déjà la duplicité des Britanniques. C'est Lord Balfour qui a déclaré l'indépendance, qui a remis la clé de Jérusalem aux Israéliens. Mais c'est que lorsque tous les bateaux qui venaient, parce qu'ils ont appelé les Juifs d'où qu'ils sont, de la Pologne, de la Russie. Les Russes ont beaucoup de gens là-bas. Même l'Afrique. Voilà, même les Africains. Et quand ils partaient dans les bateaux, leur mouvement a été torpillé par le M6.
M5 ou bien le M6. Ouais, M6 c'est les services extérieurs, M5 c'est les services intérieurs. M6 de la Grande-Bretagne. De la Grande-Bretagne a empêché le regroupement des Juifs au niveau d'Israël. Donc ils ont joué même à ce niveau un double jeu. Alors qu'ils avaient soutenu l'indépendance et leur installation. Bon, donc il y a un jeu qui ne dit pas son nom. Maintenant, moi ce que je sais, l'issue va dépendre d'une chose. Israël est un pays qui ne parle pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup de déclarations. Même quand l'armée fait des actes, l'armée ne revendique pas. Si vous avez constaté ça. Oui, surtout les opérations de Mossad. Les opérations de Mossad et les opérations même de l'armée, souvent, ils ne revendiquent pas. Ok. Et donc, c'est un fait qu'il ne faut pas ignorer dans l'analyse. Tandis que du côté iranien, il y a une guerre de propagande pour magnifier les actions de l'armée. Mais aujourd'hui, le bombardement intense que l'Iran est en train de faire, jusqu'à quand l'Iran pourra continuer ça? Parce que ce que j'ai compris, Israël a des cibles importants. Décapiter déjà les chefs de toutes ces unités, les chefs gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée, je crois que c'est lui ou ils ont à peu près tué certains officiers, une dizaine comme ça. Et ils ont ciblé des endroits stratégiques. Mais les officiers ont été immédiatement remplacés. Oui, mais ça fait un désordre. Ça veut dire qu'ils ont une précision. Et vous savez, Hassan Nasrallah, ils ont dit qu'ils vont l'assassiner. Et ils l'ont tué. C'est une bombe anti-bunker qu'il a eu. Oui. Aujourd'hui, ils en sont à discuter du sort. Mais ce que moi je voudrais vous signaler, il y a 1 an ou 1 an et demi de cela, l'Iran a connu de gros mouvements sociaux. Une opposition féroce en Iran, où les gens sont sortis dans la rue. C'est pourquoi cette opération de Benjamin Netanyahou est en train de souder davantage le peuple iranien derrière ses dirigeants. Ça aussi à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Maintenant, jusqu'où lui, il est décidé d'aller jusqu'au bout. Il semblerait que les États-Unis, Donald Trump, ne souhaitent pas qu'on tue. Ça serait une escalade de trop, quand même. Bon, c'est possible. Maintenant, ce qu'il y a, c'est la capacité de l'Iran à tenir sur la durée. Même du côté israélien, il y a cette capacité qu'il faudrait voir aussi. Oui. Du moins que l'Iran produit ses propres missiles. Et puis l'Israël dépend des... Oui, même la production des missiles a ses limites. Et donc, ça va entraîner une économie de guerre. Israël est un habitué des guerres. Pas seulement contre un pays, ils ont une énorme expérience dans le domaine. Sauf que dans les 50 dernières années, ils n'ont pas combattu un État aussi fort. Ce sont des milices qu'ils combattaient. Depuis la guerre de Kippour en 1973, ils n'ont plus combattu un État. Un État, mais l'expérience ne disparaît pas chez eux. Il faut quelque chose aussi d'extrêmement important qu'on n'a pas... Nous sommes au niveau des solutions, oui. S'il vous plaît. Avant les solutions, on parlait d'intérêt des uns et des autres. L'Iran est un pays, le général l'a dit, c'est un pays qui regorge du pétrole et tout. Ils ont signé des contrats extrêmement jutés avec l'Inde, la Chine et tout ça. 25 ans avec la Chine. 25 ans. C'est des sommes faramineuses. Est-ce que les Chinois vont laisser Israël aller détruire l'Iran parce qu'ils ont leur argent là-bas? Jamais. Non, c'est pourquoi je vous ai posé une question sur le volet économique. La réponse à laquelle je m'attendais, par exemple, l'Iran qui produit au moins 3,3 millions de barils de pétrole, c'est la 3e réserve mondiale. Ça montre que l'Iran peut produire jusqu'à 10 millions si ce ne sont les sanctions occidentales. Maintenant, l'Iran, nous savons que l'Iran exporte, en tout cas l'exportation du pétrole iranien, c'est à 91-95% vers la Chine. Ça, c'est une réalité. Et nous savons aussi que la Chine a vendu son pétrole, l'Iran a vendu son pétrole à la Chine, ce n'est pas forcément en dollars. Donc, il y a une façon de casser aussi l'hégémonie du pétrodollar. Donc, si les États-Unis parviennent à atteindre réellement l'Iran,
les États-Unis vont parvenir à casser en tout cas cette histoire. Parce que l'Arabie Saoudite aussi est déjà en train de vendre son pétrole aux Chinois avec le yen. Oui. Donc sans utiliser les dollars. Or, la monnaie qui est soi-disant internationale d'autrefois, les pétrodollars, c'était réellement ça. D'où d'ailleurs la dernière tournée de Donald Trump dans ces monarchies de Golfe pour voilà, avoir plus de sous davantage. Donc il y a ce volet économique qu'il ne faudrait pas exclure. Maintenant, nous, des solutions possibles. Peut-être qui on voit comme médiateur. Moi, je pense. Qu'est-ce qu'il faut proposer au dé? C'est personnel, hein, je pense. Parce que je pense qu'il faut équilibrer la fin de Oui, cette je guerre. pense qu'il est temps d'arrêter avec les suprémacistes. Il est temps que les États-Unis. D'accord, mais ce n'est pas la solution. Non, il est temps que les États-Unis mettent un peu, comme les Ivoiriens le disent, mettent un peu d'eau dans leur Nyamakoudji. Non, ils ne le feront pas. Qu'ils essayent de travailler avec les uns et les autres d'une manière équitable, quoi. Et sans ça, je pense que le monde n'aura jamais de paix. Qui peut intervenir dans tout ça? Ce sont les Russes, ce sont les Chinois. Comme médiateur? Oui, et ils peuvent mettre leur poids sur la balance, parce que les États-Unis aujourd'hui ont compris, avec l'avènement des BRICS, les États-Unis ont compris, hein, et même ils ont eu à le dire à travers la bouche du président de la France, que c'est bientôt la fin de leur hégémonie. L'hégémonie occidentale. Mais les États-Unis sont partie prenante du problème. Comment les États-Unis vont faire la médiation? Non, je n'ai pas dit que les États-Unis vont faire la médiation. Hein. Ce sont les États-Unis qui sont les problèmes. L'Israël n'est que la dérivée première des États-Unis. Si les Américains disent Israël, d'accord, on arrête aujourd'hui, l'Iran, d'accord, on arrête aujourd'hui, personne ne signe des pactes, personne ne touche à personne, du point de vue nucléaire et tout ça, personne ne menace l'intérêt des personnes, on pourra vivre en véritable symbiose. Et tant que cette chose-là est là, depuis le temps de nos aïeux jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de solution. Bon, il est difficile de mettre au même niveau de compréhension, au même niveau de bonté de cœur, tous ces peuples-là. La symbiose est difficile. Ok. Je crois que c'est toujours les États-Unis qui sont à la manœuvre et qui peuvent ramener le calme dans la situation. Parce qu'ils sont les seuls à pouvoir faire pression sur Israël. Et même là, c'est souvent pas très évident. Mais ils sont les seuls qui ont le poids nécessaire à avoir une certaine mainmise sur Israël. Parce qu'ils sont un soutien très important aussi pour Israël. Mais Trump dit qu'il se donne des semaines pour voir s'ils doivent entrer en guerre directement ou pas. Et au même moment, nous voyons que ce sont les diplomates européens qui sont à pied d'œuvre. Aujourd'hui, qu'est-ce que les diplomates européens peuvent imposer à Israël ou bien je ne vois pas leur poids rien? Ce que je suis en train de dire, c'est qui peut peser sur Israël. Est-ce que les Occidentaux ont un moyen pour peser sur Israël? Non. Et donc, ils sont les États-Unis, bien que en réalité partie prenante, sont les seuls à avoir une certaine mainmise, ou en tout cas, ils peuvent peser d'un certain poids sur Israël. Oui. Et donc, c'est le seul qui peuvent ramener le calme. Oui. Mais Donald Trump, c'est un dealer. C'est quelqu'un qui va... Et tout ce qu'il dit là, c'est dans le sens d'une négociation future. Et aujourd'hui, ce qu'il prend en compte peut-être, c'est laisser la chose se développer un peu pour montrer les limites. Et en ce moment, entrer en ligne de compte. Même le fait de menacer pour dire il se donne un temps de réflexion pour savoir s'il va entrer en guerre ou pas, ce n'est peut-être pas forcément le but recherché. Ça peut être juste se donner le temps, donner du temps au temps, pour que chacun mesure le degré où ça peut les amener. Et puis en plus aussi, on ne sait pas entre les puissances ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans, ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'il y a des négociations secrètes qui sont en train de se faire. Non, le ministre des Affaires étrangères iranien a dit que les États-Unis ont envoyé plusieurs missionnaires. Ils ont essayé de les contacter à plusieurs reprises pour reprendre les négociations. Mais seulement les Iraniens rejettent cela. Parce que les Iraniens disent qu'ils ne participeront à aucune négociation tant que l'Israël va continuer d'attaquer.
C'est-à-dire, tant qu'on est dans l'engrenage, et d'abord leur priorité c'est se défendre, riposter. Donc ils ne vont pas reprendre les discussions parce que les attaques sont intervenues quand les discussions étaient en cours. Donc ils demandent aux États-Unis, ils disent la balle c'est pas dans leur camp. Si Israël stoppe son offensive dès aujourd'hui, son agression aujourd'hui, le lendemain ils n'ont aucun problème, ils continuent les discussions comme si de rien n'était. Maintenant, tu sais que Trump veut parallèlement, pendant que les deux pays sont en train de se battre, qu'il ait des discussions en parallèle, ce qui est inadmissible pour les Iraniens. Donc, il y a une autre information, cette fois-ci qui est tout le contraire qui est venu de Trump, que les Iraniens sont en train de le contacter pour essayer de mettre en place un dialogue. Pour mettre fin. Les Iraniens ont dit qu'ils étaient déjà dans le dialogue. C'est Trump et Benjamin Netanyahu qui ont stoppé le dialogue en lançant cette opération. Donc c'est à eux simplement de stopper leur opération et de revenir à la table de négociation. Je veux dire que il y a deux sons de cloche. Oui, je cite le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais moi je cite Donald Trump, qui dit que les Iraniens, à partir de cette attaque-là, quand ils sont en train de bombarder, ils sont en train de prendre contact avec eux. Alors, qui prend contact avec l'autre? C'est contradictoire. Mais je pense aussi votre raisonnement où vous avez dit que Trump a se donné 2 semaines, c'est une façon de se projeter dans les discussions, c'est voir les limites des deux parties. Nous savons que Netanyahou n'écoute pas aussi Trump jusqu'au bout. Ah non. Donc, il faut peut-être épuiser aussi Netanyahou. Il sera sans doute fragilisé à l'interne. Déjà, il est déjà accusé, il est poursuivi sur le front interne. Il y a les ultra-orthodoxes qui menaçaient déjà de quitter le gouvernement. Et il y a cette crise avec la bande de Gaza où il y a encore des otages israéliens. Il y a même un mandat d'arrêt. Et voilà, il y a le mandat ne vaut plus. Le mandat, ça ne compte pas ici. Pour une simple raison. Les États-Unis, bien que ne faisant pas partie du traité de la CPI, ont lancé des mandats d'arrêt contre des juges. Il y a 4 juges. Et l'ONU est en train de prier les États-Unis pour lever ces mandats d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont poursuivi Netanyahou. Donc le jeu est très complexe. Je pense à l'interne, Netanyahou n'est pas assez fort aujourd'hui. Et Trump, stratégiquement, n'a pas intérêt à l'affaiblir davantage parce que Netanyahou ne voulait pas de ces discussions. Ça, il faut le dire. Moi, je pense que Netanyahou, c'est comme Zelensky, quoi. Ils sont dans les sales draps. Oui, mais à des degrés différents. Voilà. Sauf que lui, peut-être, il a un peu plus de poids que Zelensky. Zelensky, on sait d'où il est arrivé. Sauf que le lobby juif est extrêmement puissant. C'est ça que je suis en train de dire. Le lobby juif est très, très puissant. Donc, peuple d'Afrique, peuple du monde libre, voici ce qu'on pouvait dire. On peut rester. Je voudrais juste conclure avec une chose. Allez-y. Nous avons touché à un domaine extrêmement sensible. Je voudrais que chacun. Nous apportons des éléments qui ouvrent la discussion entre les gens. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous disons, c'est parole d'évangile ou parole de Coran. Et donc, il y a des gens qui seront pour, qui vont écouter, il y a d'autres qui sont contre ce que nous avons dit. C'est tout à fait normal. Et dans la discussion, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Nous espérons simplement avoir apporté des éléments, peut-être que beaucoup n'ont pas en leur possession. Ça ne veut pas dire que nos conclusions et ce que nous en tirons, c'est vraiment, ça fait force de loi. Merci. Votre mot de la fin aussi. Je remercie les téléspectateurs. Continuez à nous encourager et continuez à regarder l'émission. C'est une émission extrêmement importante où on touche pratiquement tous les sujets sensibles, tout ce qui est africain, qui est international. Parole aux Africains, c'était les Africains à la parole aujourd'hui. Une fois de plus, comme l'a dit notre doyen, Monsieur Daniel Koulibaly, nous n'avons pas le monopole de la vérité sur ces plateaux. Et n'importe qui sur ces plateaux, quel qu'en soit ce que vous allez développer, il y aurait toujours des critiques, il y aurait toujours des réserves, il y aurait toujours des conseils, des suggestions. Et c'est toujours l'Afrique qui va gagner. C'est un débat organisé sur un plateau africain. C'est notre point de vue, notre analyse à partir d'ici, de l'espace AES, à partir du Mali. Et bien sûr, chacun d'entre vous aussi dans les commentaires a son analyse là-dessus. Peut-être c'est une analyse qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avons dit, mais nous avons une fois de plus essayé, chacun d'entre nous, chacun de nous trois, d'apporter certains éléments qui peuvent aussi contribuer à améliorer l'analyse dans cette crise entre l'Iran et Israël, qui peut bien sûr avoir des répercussions sur le conflit en Ukraine, c'est-à-dire Ukraine-Russie,
et qui aussi à son tour a une répercussion sur ce qui se joue ici au niveau de l'AS. Nous vous remercions, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, le vendredi prochain, même émission, même heure, sans doute avec les mêmes invités, mais cette fois-ci pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, restez branchés sur Gandhi Malien TV. Chaque jour est une chance, chaque seconde qui passe est une chance. Merci à vous et surtout soyez prudents. Merci.